72 heures ont suffi pour figer Ouagadougou, quand des convois, des barrages et des radios cryptées ont comprimé le quotidien jusqu'au seuil de rupture. 23 redéploiements sécuritaires, des réunions annulées et des départs diplomatiques ont accéléré une mise en scène dont la précision suggère une préparation antérieure. Que signifie cette accélération pour l'avenir régional? Et que révèle-t-elle du rôle d'Ibrahim Traoré aujourd'hui? La souveraineté devient l'enjeu immédiat, mesurable dans les gestes plutôt que dans les discours. Cette analyse promet une chose précise: fournir une grille de lecture opérationnelle pour distinguer le signal du bruit, sans dramatisation ni complaisance. Elle s'adresse à un moment où l'information circule plus vite que les faits et où chaque silence institutionnel peut être interprété comme une faiblesse. Le bénéfice pour le lecteur tient en une phrase simple: comprendre le pouvoir par ses mouvements, pas par ses discours. Pour y parvenir, le texte s'engage à ordonner les événements dans une chronologie resserrée, à isoler les mécanismes invisibles qui les relient et à tester chaque interprétation contre les données disponibles. L'enjeu dépasse la seule sécurité immédiate. Il concerne la capacité d'un État à absorber une pression externe, à maintenir la cohésion interne et à préserver des marges de décision. C'est ici que la figure d'Ibrahim Traoré intervient comme point de référence analytique, non comme slogan. Observer ces choix, leurs séquences et leurs effets permet de mesurer ce qui se joue réellement pour le Burkina Faso et, au-delà, pour l'équilibre du Sahel. La question reste ouverte. Quels indices comptent vraiment lorsque tout semble se brouiller? En moins de 72 heures. 23 unités de sécurité ont été redéployées autour de Ouagadougou. Ce chiffre, à lui seul, indique une réaction anticipée, plutôt qu'une improvisation sous contrainte. Un tel mouvement représente environ 18% de la capacité opérationnelle nationale, un seuil rarement atteint lors des crises récentes du Sahel. À partir de ce point, le décor change. Les signaux observés ne relèvent plus du spectaculaire, mais d'une mécanique discrète et cohérente. Les patrouilles nocturnes se densifient sans annonce publique. Les réunions institutionnelles sont annulées sans justification formelle. Des fonds sont gelés de manière ciblée. Pris isolément, chaque élément peut paraître anodin. Aligné sur une chronologie serrée, il dessine un protocole. C'est ici que le premier malentendu se dissipe. La séquence n'est pas née d'un emballement soudain, mais d'une architecture déjà observée ailleurs. Les mêmes lexiques euphémisés circulent, les mêmes départs diplomatiques précèdent les pics de tension, les mêmes narratifs médiatiques tentent de cadrer l'événement avant qu'il ne se stabilise. Le contexte burkinabé amplifie cette lecture, car les crises précédentes ont laissé une mémoire opérationnelle dans les institutions. Dans ce cadre, Ibrahim Traoré apparaît moins comme un déclencheur que comme un point de cristallisation. Ses décisions déplacent l'interprétation dominante. L'État n'attend pas que la menace devienne matérielle, il occupe le terrain en amont. Cette posture modifie le rapport de force symbolique, car elle réduit l'espace de manœuvre des relais internes et complique la synchronisation externe. Le calme apparent de la capitale n'est donc pas un vide. Il fonctionne comme une chambre d'écho où chaque absence de bruit signale une action déjà engagée. Comprendre cette phase initiale permet de refermer la première question ouverte. Si la tension semble soudaine, sa construction, elle, ne l'est pas. Pour saisir comment l'État réagit concrètement, il faut quitter l'abstraction et suivre des trajectoires humaines précises. Deux figures, opérant à des niveaux différents, éclairent les premières heures de la séquence et traduisent l'action en décisions tangibles. D'un côté, le colonel Sanou, chargé de la sécurité présidentielle, intervient dans l'ombre administrative. Il ordonne l'évacuation discrète de plusieurs officiers soupçonnés de contacts extérieurs. Le geste paraît technique, presque routinier. Pourtant, il reconfigure en profondeur la chaîne de confiance interne. En quelques heures, les postes sensibles sont redistribués, les flux d'informations filtrés, les marges d'initiative resserrées.
Cette opération silencieuse réduit le risque de fragmentation au moment le plus critique. De l'autre côté, sur le terrain, la capitaine Diarra incarne la matérialité de la vigilance. Ces unités multiplient les patrouilles nocturnes dans les quartiers stratégiques de Ouagadougou. Les axes sont contrôlés, les communications locales inspectées, la présence sécuritaire rendue visible là où la rumeur circule plus vite que les faits. Sous la pluie, parfois dans le silence total, ces opérations rappellent que la stabilité ne se décrète pas, elle se maintient. Ces deux actions ne relèvent pas de l'héroïsme, mais de la discipline. Elles montrent comment l'influence d'Ibrahim Traoré se mesure réellement, non dans les déclarations, mais dans la capacité à activer des relais fiables, à synchroniser l'administratif et l'opérationnel, et à produire des effets immédiats. Le message devient clair en quelques mots. La menace est humaine, la réponse aussi. Avant la bascule, le pays évoluait dans une routine fragile mais lisible. Les patrouilles étaient espacées, les communications institutionnelles régulières, les marchés bruyants, les diplomates visibles. Cette normalité relative formait un décor connu, où les tensions existaient sans dominer chaque geste. Puis, en quelques heures, le régime temporel change. Puis, une phase d'activation s'amorce. Vendredi soir, les premiers signaux s'alignent. Les services de renseignement détectent des échanges chiffrés, inhabituels, utilisant un vocabulaire déjà repéré dans d'autres opérations clandestines de la région. Les termes paraissent anodins, presque techniques, mais leur répétition alerte les analystes. Peu après, des réunions prévues dans plusieurs ambassades sont annulées, sans explication. Le gel ciblé de certains fonds ajoute une couche d'opacité. Rien n'est encore visible pour la population, mais la machine s'enclenche. Puis, la tension monte d'un cran. Dans la nuit, des drones non identifiés survolent brièvement une zone militaire au nord de la capitale. Les trajectoires sont nettes, trop maîtrisées pour être accidentelles. Le lendemain, des tracts anonymes circulent en ville, reprenant mot pour mot des formulations observées à Bamako, Niamey ou Tripoli avant des tentatives de renversement. La répétition n'est plus une coïncidence. Les indices convergent vers un scénario éprouvé. Ensuite, la séquence atteint son point de rupture. Lundi marque la rupture. L'alerte maximale est déclenchée. Les permissions sont suspendues. Les unités se repositionnent. Les garnisons signalent des perturbations de transmission. La capitale se referme progressivement. Des barrières apparaissent autour du palais présidentiel. L'aéroport passe sous contrôle renforcé. Les sirènes résonnent dans la nuit, découpant un paysage figé. Les habitants se cloîtrent. Les rues se vident. Les convois avancent sous la pluie. C'est à ce moment précis qu'Ibrahim Traoré prend la parole. Le ton n'est ni martial, ni exalté. La voix est lente, presque clinique. La phrase est simple et ferme. Le pays n'appartient à aucune puissance étrangère. Cette déclaration n'éteint pas la tension, mais elle réordonne sa lecture. Elle transforme un chaos apparent en message politique lisible, destiné autant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Alors, les dissonances apparaissent, et avec elles, la résistance. Mardi, le front se déplace. Des cyberattaques frappent les sites gouvernementaux et les médias publics. Les connexions tombent par vagues. En parallèle, une campagne de désinformation se déploie sur les réseaux sociaux. Rumeurs de défection, annonces de trahison, prédictions de chute imminente. Le champ de bataille devient cognitif. Pourtant, rien ne cède. Les forces loyales tiennent. Des images d'Ibrahim Traoré visitant des avant-postes circulent rapidement, réaffirmant une présence physique au cœur du dispositif. Enfin, des rémanences persistent encore quelque temps. Mercredi, plusieurs officiers sont arrêtés pour contact suspect à l'étranger. Le communiqué, presque sec. Peu à peu, les rues se remplissent par de nouveau. Ce n'est pas une célébration, mais un relâchement prudent. Le pire semble évité, sans triomphe. Après la tempête immédiate, une autre phase s'ouvre. Plus longue,
plus discrète. Ce qui a échoué une fois peut revenir autrement. La séquence n'a pas seulement testé la solidité sécuritaire du pays, elle a installé une vigilance durable. Le temps accéléré de la crise laisse place à une temporalité plus lente, où chaque silence, désormais, est interprété comme un choix. Au départ, la posture sécuritaire reposait sur un dispositif standard, calibré pour une pression diffuse. Après 72 heures, l'écart devient mesurable. Environ 18% de la capacité opérationnelle nationale est redéployée autour de la capitale. Ce basculement quantitatif marque un passage clair d'une vigilance de routine à une anticipation active. Il indique que l'État n'a pas attendu la matérialisation de la menace pour modifier son équilibre interne. Ce premier indicateur ne dit pas seulement combien d'unités ont bougé, il renseigne sur la vitesse de décision. Dans les crises précédentes du Sahel, ce type de seuil n'est atteint qu'après un incident majeur. Ici, il précède tout affrontement visible. La donnée suggère donc une lecture en amont des signaux faibles et une capacité à transformer l'analyse en action. Sous l'autorité d'Ibrahim Traoré, la réaction n'est pas défensive au sens classique. Elle vise à saturer l'espace d'initiative adverse avant qu'il ne se structure. Le deuxième chiffre concerne l'économie. Depuis le début de la séquence, les échanges commerciaux avec les partenaires occidentaux reculent d'environ 22%. Pris isolément, ce chiffre pourrait être interprété comme un choc brutal, voire un signal de vulnérabilité. Pourtant, l'examen du contexte nuance fortement cette lecture. Les marchés locaux ne s'effondrent pas, les flux se réorientent vers des partenaires régionaux. La baisse n'est pas une paralysie, mais un ajustement stratégique contrôlé. Cette contraction agit comme un révélateur. Elle met en évidence la dépendance antérieure, mais aussi la capacité d'adaptation rapide des circuits économiques. Les importations se recomposent. Les acteurs africains gagnent en visibilité. Les institutions financières nationales renforcent leurs filtres. Le ralentissement est réel, mais il s'accompagne d'une reconfiguration des priorités. La donnée économique confirme ainsi que la crise dépasse le champ sécuritaire et touche directement les équilibres de dépendance. Le troisième indicateur relève de la perception collective. Un sondage interne mené sur un échantillon d'environ 5000 personnes montre que 64% des répondants estiment que la tentative de déstabilisation provient de l'extérieur. Ce chiffre ne mesure pas une vérité factuelle, mais un état d'esprit. Il révèle une cohésion interprétative rare dans un contexte d'incertitude. Cette perception partagée transforme la dynamique politique. Elle réduit l'efficacité des récits concurrents et renforce la légitimité des mesures de vigilance. Pour Ibrahim Traoré, ce capital perceptif devient un levier silencieux. Il ne garantit ni l'adhésion totale, ni l'absence de contestation, mais il crée un socle commun de lecture des événements, indispensable pour maintenir la cohésion à court terme. Pris ensemble, ces trois chiffres ne racontent pas des histoires séparées. Ils dessinent une ligne continue entre sécurité, économie et opinion. Ils montrent que la tentative de déstabilisation n'a pas seulement été contenue. Elle a accéléré un apprentissage institutionnel et social. La donnée devient ici un outil de clarté. Elle ne célèbre pas un succès, elle décrit un déplacement. Et ce déplacement indique que la suite de la crise se jouera moins dans l'urgence que dans la capacité à maintenir ces nouveaux équilibres sans épuiser le système. À ce stade, le danger n'est plus celui d'un basculement brutal, mais d'une érosion lente. Les signaux extérieurs se raréfient, les mouvements visibles s'estompent, et pourtant la pression ne disparaît pas. Elle se transforme. Ce qui relevait hier d'une menace spectaculaire devient une contrainte diffuse, continue, presque banale. C'est précisément cette normalisation qui constitue le véritable tournant. Dans cette nouvelle configuration, Ibrahim Traoré ajuste sa posture. Les prises de parole se font plus brèves, plus techniques, débarrassées de toute emphase. L'objectif n'est plus de mobiliser émotionnellement, mais d'installer un réflexe. La vigilance cesse d'être une réponse exceptionnelle.
Elle devient une routine institutionnelle. Cette mutation est décisive, car elle déplace le centre de gravité de la crise. Parallèlement, l'appareil d'État modifie ses mécanismes internes. Les circuits décisionnels se resserrent, les transmissions sont compartimentées, les zones sensibles cloisonnées. Il ne s'agit plus de réagir à des événements, mais de réduire les surfaces d'exposition. Le pouvoir ne répond plus à la pression, il en anticipe les formes futures. La révélation du milieu de parcours est donc simple mais lourde de conséquences. L'échec du scénario initial n'a pas clos la séquence. Il a inauguré une phase plus longue, où l'usure informationnelle et la fatigue collective deviennent les principaux vecteurs de risque. À partir de là, la question centrale n'est plus « que va-t-il se passer ?», mais « combien de temps cet équilibre peut-il tenir ?» Les répercussions de la séquence ne se limitent pas au cercle sécuritaire. Elles se diffusent par couches successives et redessinent progressivement l'ensemble du paysage burkinabé. Pour en mesurer la portée réelle, il faut distinguer 4 niveaux d'impact, chacun régi par des contraintes et des temporalités différentes. À l'échelle institutionnelle d'abord, l'État et son appareil se réorganisent. La première conséquence concerne l'organisation interne du pouvoir. Les chaînes de commandement se raccourcissent, les directions techniques fusionnent et les procédures deviennent plus centralisées. Cette concentration vise à réduire les fuites et à empêcher la reconstitution de réseaux parallèles. Sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, la part du budget allouée à la sécurité atteint environ 32%, contre 24% auparavant. Ce choix n'est pas neutre. Il renforce la résilience immédiate, mais limite temporairement la capacité d'action d'autres ministères. L'État avance ainsi sur une ligne étroite, cherchant l'équilibre entre protection et surcharge administrative. Du côté des acteurs économiques, ensuite, les entreprises et l'économie productive s'ajustent. Dans le secteur privé, l'industrie minière devient l'épicentre de l'ajustement. 3 concessions étrangères sont suspendues, ouvrant la voie à une nationalisation partielle et à de nouveaux partenariats africains. Les exportations d'or reculent d'environ 15%, mais la production locale se maintient. Pour les entreprises nationales, l'incertitude agit comme un catalyseur paradoxal. Les chaînes d'approvisionnement sont repensées, les investissements deviennent plus prudents, mais l'autonomie productive progresse. Le risque réputationnel sur la scène internationale demeure, sans pour autant bloquer l'activité. Au niveau des ménages enfin, la vie quotidienne se réarrange. Au niveau des foyers, l'impact est immédiat et tangible. L'inflation alimentaire approche les 11%, pesant lourdement sur les ménages les plus vulnérables. Pourtant, des mécanismes d'amortissement émergent. Les circuits communautaires se renforcent, le stockage collectif se développe et les solidarités locales prennent le relais là où les dispositifs formels peinent à suivre. Le discours officiel ne fait pas disparaître les difficultés, mais il contribue à transformer la contrainte en effort partagé. La population ne parle plus seulement de survie, mais d'adaptation. À l'échelle régionale, le cadre géopolitique se recompose. À l'échelle régionale, les effets se sont plus stratégiques. Le Mali, le Niger et le Burkina Faso renforcent leur coordination sécuritaire, créant un pôle inédit. Les incursions transfrontalières diminuent d'environ 9%, signe que l'interopérabilité commence à produire des résultats. Pour les chancelleries occidentales, cette recomposition complique les schémas d'influence traditionnels. Les critiques persistent, mais leur portée symbolique s'affaiblit face à une opinion africaine de plus en plus sensible à la notion de souveraineté. Pris ensemble, ces 4 niveaux dessinent une trajectoire hybride. Il n'y a ni effondrement, ni victoire nette. Il y a une mutation accélérée, faite de contraintes, d'ajustements et d'apprentissage. La crise cesse d'être un épisode ponctuel. Elle devient un processus structurant, dont les effets continueront de se déployer bien après la disparition des signaux les plus visibles. À mesure que la phase aiguë s'éloigne, l'avenir ne se lit plus en événements, mais en trajectoires. Pour cartographier les 6 à 12 prochains mois, 3 scénarios permettent d'organiser l'incertitude sans tomber dans la prédiction.
Un premier scénario sert de base, celui de consolidation sous contrainte. Dans cette hypothèse, l'État maintient une stabilité relative. Les forces de sécurité, déjà réorganisées, continuent de sécuriser les axes sensibles, tandis que l'économie progresse à un rythme ralenti. Les partenariats régionaux compensent partiellement la baisse des échanges occidentaux, sans l'annuler totalement. Les tensions diplomatiques persistent, mais deviennent routinières. Pour Ibrahim Traoré, ce scénario suppose une gestion fine de l'usure institutionnelle. Tenir sans surcentraliser, protéger sans figer. Un scénario plus optimiste évoque une affirmation souveraine graduelle. Ici, les ajustements engagés produisent des effets cumulatifs. Les investissements panafricains augmentent, la logistique régionale gagne en fluidité et la diversification économique réduit sensiblement la dépendance extérieure. Les provinces sécurisées s'étendent. Facilitant la circulation des biens et des personnes. Le bloc Mali-Niger-Burkina Faso s'affirme comme un pôle de coordination crédible. Dans ce cadre, le pouvoir renforce sa légitimité, non par le discours, mais par des résultats visibles, ce qui élargit ses marges de manœuvre. Un scénario plus pessimiste décrit une fragmentation maîtrisée. Cette trajectoire repose sur un choc exogène, une sanction multilatérale, une cyberattaque d'ampleur ou un sabotage économique pourrait fissurer la cohésion fragile. L'État réagirait par des mesures d'urgence, renforçant la sécurité et recentralisant les décisions. La stabilité serait préservée, mais au prix d'une rigidification accrue et d'une réduction de l'initiative locale. La société encaisserait sans rompre, mais avec une fatigue croissante. Face à ces trois cadres, une règle analytique demeure utile. Un système politique ne se mesure pas à l'absence de crise, mais à sa capacité à documenter ses choix, à corriger ses erreurs et à maintenir une cohérence d'ensemble. Si cette méthode prévaut, la trajectoire réelle se situera moins dans l'extrême que dans l'ajustement continu. Derrière les décisions stratégiques et les scénarios institutionnels, la crise se traduit d'abord par une modification des gestes quotidiens. Trois groupes, rarement au centre des analyses, voient leur rapport au temps, au travail et à l'avenir se transformer de manière durable. D'abord, dans les villes, les travailleurs urbains s'adaptent. Dans les villes, l'incertitude devient une donnée permanente. Les variations de prix compliquent la planification, les coupures intermittentes perturbent les services et la rumeur constante pèse sur la concentration. Pourtant, ces contraintes produisent aussi de nouveaux réflexes. Les déplacements sont optimisés, les ressources mutualisées, les réseaux informels renforcés. La solidarité, longtemps implicite, devient un outil de survie économique et sociale. Ensuite, dans les campagnes, les familles rurales ajustent leur rythme. Dans les zones rurales, l'impact est moins spectaculaire, mais plus profond. L'insécurité modifie les rythmes agricoles, influence le choix des cultures et redéfinit les circuits d'approvisionnement. Les communautés répondent par des stratégies d'adaptation, diversification des semences, stockage collectif, partage d'équipements. Cette autonomie forcée n'efface pas les difficultés, mais elle installe des compétences durables, transmises de village en village. Enfin, pour la jeunesse en formation, la période agit comme une initiation accélérée. Pour les étudiants, les apprentis et les lycéens, la période agit comme une initiation politique précoce. Les débats s'intensifient dans les salles de classe et en ligne. Beaucoup découvrent que la souveraineté n'est pas un concept abstrait, mais une réalité qui conditionne l'accès au travail, à l'éducation et à la mobilité. Cette génération, confrontée tôt à la fragilité des équilibres, développe une maturité civique accélérée. À travers ces trois groupes, une idée commune s'impose. La crise n'est pas seulement une épreuve, elle devient un moment d'apprentissage collectif, où l'adaptation quotidienne prépare silencieusement les choix de demain. Sortir d'un état d'alerte prolongé exige une méthode explicite, plus qu'une succession de réactions. À ce stade, plusieurs axes d'action se dessinent autour d'Ibrahim Traoré, non comme un programme idéologique, mais comme une mécanique de consolidation progressive. Une première étape consiste à sécuriser les périphéries. Les forces locales, appuyées par la coordination régionale,
doivent stabiliser ces zones frontalières les plus exposées. L'objectif n'est pas l'éradication immédiate de toute menace, mais la réduction mesurable des incursions. L'indicateur clé reste simple: la baisse régulière des incidents enregistrés sur les axes sensibles. Une deuxième étape vise à réorienter les flux économiques. Le ministère du Commerce renforce les corridors avec les partenaires africains afin de limiter l'exposition aux ruptures externes. Le suivi se fait par la part croissante des importations non européennes dans le volume total. Cette transition protège l'économie sans rompre brutalement avec les circuits existants. Une troisième étape cherche à produire davantage sur place. Le développement de coopératives minières, agricoles et agroalimentaires vise à ancrer l'autonomie économique. Le critère d'évaluation porte sur le taux d'autosuffisance atteint dans quelques filières pilotes, choisies pour leur impact rapide sur l'emploi et les revenus. Une quatrième étape, CAF revient à discipliner l'information. Former les médias nationaux à la vérification et à la contextualisation réduit l'effet des campagnes de désinformation. Pour l'administration, la priorité devient la clarté sans surenchère. La mesure du succès tient à la diminution des rumeurs persistantes lors des périodes de tension. Une cinquième étape permet d'institutionnaliser la vigilance. Transformer l'expérience actuelle en cadre durable passe par l'éducation civique, la documentation des décisions et des mécanismes de contrôle citoyen. La participation accrue aux instances locales sert ici de baromètre. Cette feuille de route n'élimine pas le risque. Elle vise à le rendre gérable, en remplaçant l'urgence permanente par une vigilance structurée et soutenable. Dans les rues où la capitaine Diarra patrouillait sous la pluie, le calme revient par fragments. Les lampadaires s'allument, les commerces rouvrent, les silhouettes réapparaissent, prudentes mais présentes. Ces scènes ordinaires prolongent les gestes discrets observés lors des premiers jours de la crise. Elles rappellent que la stabilité ne naît pas d'un moment héroïque, mais d'une répétition patiente. Le nom d'Ibrahim Traoré circule encore, moins comme un symbole de pouvoir que comme un repère narratif. Il renvoie à une période où les décisions se sont prises dans l'urgence, puis se sont transformées en habitude. Cette évolution est essentielle. Elle montre que l'autorité, pour durer, doit s'effacer partiellement derrière des pratiques collectives. Les conversations du soir, les ajustements modestes, les précautions prises dans les quartiers composent désormais une mémoire partagée. Cette mémoire ne glorifie pas la tension passée, elle en extrait une leçon. La vigilance cesse d'être une réaction ponctuelle, elle devient une discipline sociale. Le motif initial revient alors avec netteté. Entre décisions administratives et actions de terrain, entre silence institutionnel et présence humaine, quelque chose s'est consolidé. Ce ne sont pas les événements spectaculaires qui façonnent l'avenir, mais l'endurance des gestes répétés. La dignité naît de la constance. L'histoire qui vient de se dérouler ne s'achève pas avec la disparition des sirènes ou le retour progressif à la routine. Elle se prolonge dans les discussions, les choix quotidiens et la manière dont chacun relie les faits entre eux. La période actuelle appelle moins à la confrontation qu'à une attention active, capable de distinguer l'information de la rumeur et la critique de la lassitude. Dans ce contexte, la figure d'Ibrahim Traoré fonctionne comme un point de référence, non pour imposer une lecture unique, mais pour rappeler que la souveraineté se construit aussi par la participation civique. S'informer avec méthode, débattre sans polarisation excessive et transmettre sans amplifier la peur deviennent des gestes politiques ordinaires. Pour celles et ceux qui suivent cette analyse, la question finale reste volontairement ouverte. Comment transformer cette vigilance momentanée en pratique durable, sans épuiser la société, ni refermer le débat public? Les réponses ne résident pas dans un mot d'ordre, mais dans la diversité des points de vue et des expériences partagées. Si ce sujet vous interpelle, la discussion peut se poursuivre, chacun par sa lecture. Et ces questions contribuent à enrichir une compréhension collective encore en construction.